Bonjour tout le monde. Eh bien, ce live a enfin lieu sur l'hypersensibilité. Il a été reporté. Il a failli l'être aujourd'hui. Bonjour. Oh, mais que de beau monde qui arrive, c'est génial. Bonjour à tous. Alors, donc oui, l'hypersensibilité. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais du coup, j'ai décidé de me mettre dehors parce que j'ai fermé toute la maison encore à cause de la chaleur. Et donc, je vais être obligée de mettre mes lunettes de soleil pour pouvoir supporter ce petit temps. Donc, je voulais vous montrer mes ravissants yeux bleus en préambule quand même par politesse, mais je vais remettre mes lunettes pour pouvoir être au top de mes capacités intellectuelles, sinon ça va être compliqué. Voilà. Donc, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est pas une maladie, ça ne se diagnostique pas, hein. Ça s'identifie, ça se repère, ça se... comment on pourrait dire ça se... Oh, j'avais un super mot tout à l'heure, vous voyez. Alors, j'ai bien le signe, hein, le signe en langue des signes, il n'y a pas de souci. Mais le mot, bref, c'est ça s'identifie, ça se repère. Voilà. L'idée, c'est ça. En tout cas, on ne pose pas un diagnostic. Et ce ne sont pas des symptômes qu'on met en lien avec l'hypersensibilité, mais bien des caractéristiques propres à cette particularité-là, en fait. Et donc, ces caractéristiques, il y en a vraiment tout un tas, assez variés, mais qui se rejoignent finalement les unes les autres. Il y a tout un ensemble de particularités qui vont être vraiment autour de l'hypersensibilité sensorielle, donc on appelle hyperesthésie, sur les 5 sens. Les 5 sens sont touchés, donc ça va être par exemple au niveau visuel, la nécessité d'avoir des lunettes de soleil fréquemment, par tous les temps, par toutes les saisons, parce que du coup, il y a une forte sensibilité à la luminosité. Ça va être la capacité à remarquer tout un tas de petits détails visuels. Ça va être l'incapacité à dormir dans une chambre où il n'y aurait pas le noir absolu. S'il y a la moindre petite luminosité, ça peut être compliqué. Ça va être la facilité à avoir justement des maux de tête ou des migraines en lien avec un trop de luminosité et une préférence pour des lumières qui vont être plus douces, plus tamisées et qui vont être moins agressives. Voilà, au niveau visuel. Au niveau auditif, c'est un peu le même principe en fait. Ça va être une gêne assez importante au bruit et à un environnement sonore important. Par exemple, moi, il y a eu une période où j'allais en salle de sport faire du fitness et en fait, j'étais obligée de mettre des boules qui pendant les cours parce qu'ils mettaient la musique plein pot. Alors, soi-disant pour motiver les gens. Alors, je pense surtout que la population, déjà, elle devient de plus en plus sourde de manière générale. Et donc, il y a une adaptation qui se fait en fait au bruit et une désensibilisation plutôt. Bref, mais du coup, moi, je venais et j'étais en incapacité de suivre le cours si j'avais pas mes boules qui parce que vraiment, c'était trop fort. Et donc, j'en ai parlé aux gens de la salle, etc. En plus, en parlant du risque d'acouphène, bref, parce que j'ai travaillé dans un milieu où on accompagnait des personnes acouphéniques, bref, donc j'étais au courant de ce que ça implique comme difficulté. Bon, mais voilà, le choix, je vous abreuve de bref, le choix, c'était on préfère garder le son fort pour que les gens soient motivés. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est la sensibilité. Au niveau auditif, ça peut être aussi des petits bruits. Vous voyez, l'incapacité de dormir quand il y a une pendule, ou en réunion, ça c'est un truc, moi, que j'ai vécu très fort, très souvent, quand vous avez un collègue qui fait ce petit bruit pendant toute la réunion. Ça, c'est insupportable. Petite dédicace à Richard, Cœur de Lion, qui a fréquemment fait ça à côté de moi. Et donc, je posais ma main doucement sur la sienne pour lui dire « Stop, s'il te plaît, Richard, stop !»
Voilà, donc une plus grande fatigabilité dans les environnements voilà, qui sont très bruyants. Du coup, un besoin de calme assez fréquent pour justement pouvoir ne pas être dans une surstimulation auditive. Voilà. Au niveau olfactif, ça va être une super mémoire des odeurs et la capacité vraiment à être replongé instinctivement, automatiquement, comme par téléportation, dans l'endroit où on a senti pour la première ou pour la dernière fois la même odeur. La capacité à reconnaître des parfums que les gens portent, ouais, là, de faire la bise à quelqu'un et de dire « Ah, toi, tu portes tel parfum ?» Bah ouais, carrément. Voilà. Là, justement, en préparant le live ce matin, j'ai pris ma douche et j'ai un savon gommant, qui fait gommage, quoi. La première fois que je l'ai acheté, c'était en Australie. Et en fait, à chaque fois que je m'en sers, donc je peux le racheter ici en France, à chaque fois que je m'en sers, je suis immédiatement replongée en Australie. Et du coup, c'est génial. Donc, je m'en sers et parce que j'aime le savon, son odeur, le fait que ce soit un gommage, etc. Mais aussi pour la petite parenthèse enchantée où je me sens à nouveau en Australie. Et ça me le fait régulièrement sur tout ce qui va être effectivement shampoing, gel douche. Il y en a un au pamplemousse, je me rappelle, à chaque fois, ça me replonge en colonie de vacances quand j'étais ado. Voilà, des souvenirs comme ça qui peuvent être très forts en lien avec des odeurs. Et à l'inverse, du coup, en tout cas, la contrepartie, c'est aussi la difficulté à supporter certaines odeurs, notamment les odeurs corporelles qu'on peut ressentir extrêmement fort. Moi, par exemple, je déteste mon odeur de transpiration. Vraiment, ça me met de mauvaise humeur quand je sens ma transpiration. Et moi, je la sens, mais les autres personnes autour de moi la sentent pas. Donc, c'est même pas, je me dis, oh, les autres doivent penser que je suis dégueulasse, je pue ou quoi. C'est parce qu'ils le perçoivent même pas. Mais c'est vraiment juste moi, je suis extrêmement inconfortable de me sentir. Et donc, la douche est très salvatrice dans ce genre de situation. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est autour du goût. Donc là, il va y avoir par exemple une sensibilité particulière à la température des aliments et à préférer vraiment que la température soit le plus juste ou en tout cas le plus adapté au goût et aux préférences de chacun. Si c'est trop chaud, ça va pas aller. Si c'est trop froid, ça va pas aller, etc. Ça peut être aussi par rapport à la température une préférence pour les aliments qui du coup vont être froids ou chauds. Par exemple, moi j'ai un de mes enfants, il préfère toujours quand ses aliments sont froids. Il préfère manger une quiche froide, des pâtes froides. Voilà, et ça a toujours été. Et en fait, voilà, quand il y a des restes ou quoi, on va pas réchauffer sa part parce qu'effectivement, il préfère les manger froids. Ça va être aussi une sensibilité à certaines textures. Vous voyez, certaines textures d'aliments, par exemple, ne pas supporter des choses comme l'avocat ou la banane ou des choses, la pulpe, vous voyez, par exemple, dans les agrumes. Voilà, une sensibilité comme ça aux textures aussi. Et puis, ça va être aussi des goûts, par exemple, ne pas supporter vraiment certains goûts. Alors moi, je sais que ma particularité, je trouve ça assez saugrenu déjà. Enfin, intellectuellement, quand j'y pense, je trouve ça assez risible. Mais il n'empêche que c'est comme ça. Je n'aime pas le sucré salé. Donc, en fait, je n'aime pas qu'un plat qui soit censé être salé ait des choses sucrées à l'intérieur. C'est pas possible pour moi. Mais, et par exemple, tout ce qui est sauce aigre douce, vous voyez, souvent, dans la cuisine asiatique, on met du sucre dans les sauces et tout ça, ou même le ketchup, les sauces sucrées, ça, c'est impossible pour moi, vraiment. Mais à l'inverse, sur une brioche sucrée le matin au petit-déj, il faut que le beurre soit salé. C'est-à-dire que rajouter un peu de sel sur quelque chose qui initialement est censé être sucré, ça me pose aucun souci, mais pas l'inverse. Vous voyez, un fondant au chocolat dans lequel on a mis de la fleur de sel, nickel, du caramel au beurre salé, très bien. Mais vraiment des plats qui normalement sont salés, c'est pas possible pour moi de mettre du sucre dedans. Voilà. Donc ça, je vous donne mes exemples à moi, hein, mais chacun voilà, a des expériences et des particularités qui lui sont propres. Hein. C'est vrai que là, le petit topo que je vous fais, c'est de manière globale, mais on n'a pas tous les mêmes
caractéristique de l'hypersensibilité et elle ne se manifeste pas de la même manière non plus. Voilà, c'est juste pour vous dresser les grandes lignes. Ensuite, au niveau tactile, souvent, c'est un exemple qu'on reprend très fréquemment, c'est la question des étiquettes de vêtements qui vraiment vont être insupportables pour les personnes hypersensibles, qui vont se gratter tout le temps, qui vont être obligées de les couper, parfois même, parce que vous savez, quand on coupe, s'il y a un petit bout qui dépasse, parfois même vraiment de tout enlever pour qu'il n'y ait rien du tout qui vienne toucher la peau. Ça va être aussi l'incapacité de porter certains types de tissus. Vous voyez, par exemple, tout ce qui va être matière synthétique ou des choses comme ça qui peuvent être finalement moins, comment dire, plus désagréables, du coup, pour la peau. Ça va être la possibilité aussi d'avoir une peau qui marque plus facilement, d'avoir des rougeurs, d'avoir par exemple, comment est-ce que ça s'appelle, des dermites séboriques, vous voyez, ou de la rosacée, ou plus facilement des petits vaisseaux qui vont sauter, ou plus facilement des bleus. Moi, je sais que j'ai des bleus, mais en permanence, je ne sais même pas d'où ils viennent parce que je ne fais pas attention quand je me cogne, et qu'après je me dis, ah tiens, ok, il y a un bleu là, aucune idée de où ça vient. Bon, voilà. Voilà, du coup aussi une sensibilité particulière quand d'autres personnes viennent au contact corporel. Il peut y avoir des choses qui peuvent être dérangeantes à ce niveau-là. Ça va être pour tout ce qui est hypersensibilité au niveau sensoriel. Donc je récapitule juste pour moi pour être sûre. On a fait les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la peau. Nickel. Et le 6e que je mettrai aussi sur cet aspect sensoriel, parce que c'est vraiment lié, c'est la question de l'intuition. En fait, les personnes hypersensibles sont extrêmement intuitives, mais finalement, c'est tout à fait cohérent parce que leur cerveau repère et enregistre tout un tas de détails auxquels les autres ne font pas attention. Donc en fait, lui, il est là, il a tout un tas d'informations, et puis il fait sa petite tambouille, et du coup, il en ressort effectivement des idées, des pensées, des ressentis, des réflexions qui sont en lien avec toutes ces informations qui ont été capturées ou en tout cas enregistrées vraiment patiemment, de manière tout à fait passive et sans même mesurer que tout ça a été enregistré. Donc en fait, on ne sait pas dire j'ai l'intuition de ci, de ça parce que j'ai vu ceci, cela. Alors parfois, dans certaines situations, évidemment, oui. Mais souvent, c'est quelque chose comme ça qui vraiment arrive de manière très instinctive et qu'on ne sait pas lier aux informations, aux ressentis, aux perceptions et à tous ces détails-là, mais que le cerveau, lui, a très bien intégré et du coup, il a fait sa petite tambouille, il a fait ses petits liens entre les différents éléments et il en ressort des capacités intuitives très importantes. Et par exemple, ça peut se manifester quand on discute avec quelqu'un et la personne en face ne trouve pas ses mots. Et en fait, sans savoir tout ce qu'elle veut dire par la suite, le mot, il vient spontanément à l'esprit. C'est ça que tu veux dire? Bah ouais, carrément, c'est ça. Bah voilà. Donc ça peut être une certaine forme d'intuition. Ça peut être aussi vraiment repéré dans tout ce qui est non-verbal chez les personnes qu'on rencontre. Tout un tas d'éléments. Et ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui, dans l'échange, donne le change et du coup peut signifier qu'il va très bien, etc., ceci, cela. Et en fait, rester quand même avec un petit quelque chose comme ça où on se dit, mais non, ça va pas en fait. Tout ce qui m'explique, tout a l'air comme ça, visiblement, d'aller bien, mais je sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et ça, en plus, en lien avec une très grande empathie. Les personnes hypersensibles ont une très grande empathie. Et donc, la capacité vraiment de mesurer ce que ressent l'autre, où il en est, et de pouvoir, du coup, sortir de soi et de son propre ressenti d'une certaine manière pour vraiment intégrer celui de l'autre. Et le comprendre, et presque le comprendre même dans une forme d'expérimentation de ce qu'il ressent. Vous voyez, pas juste le comprendre au sens intellectuel, mais vraiment de dire, ok, je l'expérimente moi-même dans le corps, je ressens vraiment ce que tu ressens. Alors après, tout le bagage, on va dire, d'histoire, de peur, de vécu,
de confiance en soi, etc. Enfin, tout ce qui fait la personnalité de l'autre, évidemment, et sa manière de gérer les différentes choses, on ne va pas l'intégrer. Mais en tout cas, ça donne vraiment la possibilité de se mettre à la place de l'autre. Voilà. Ensuite, avec l'empathie, et ben du coup, il peut y avoir une assez grande difficulté en fait à faire face à ce monde dans lequel nous vivons. Alors pour ma part, je pense pas que ce soit une question d'époque, parce que je pense que toutes les époques ont eu, et juste parce que c'est le propre de l'humain en fait, mais toutes les époques ont eu des choses plus belles, plus agréables, plus valeureuses que d'autres, et plus difficiles ou moins. Donc je pense pas que voilà, on puisse pas dire voilà, ah cette époque c'est vraiment pourri. Je pense qu'il y a plein d'époques comme ça qui ont été extrêmement difficiles et que chaque génération a son lot de difficultés auxquelles faire face, mais avec un sentiment comme ça de pas être né à la bonne époque, d'être en décalage, parce que justement les valeurs humaines qui sont très fortes pour les personnes hypersensibles, le monde n'est pas du tout en adéquation avec elles. Et on a l'impression que vraiment ce monde marche sur la tête et d'être en décalage avec tout ça et de vraiment être dans un refus émotionnel parfois d'accepter que ce soit le cas. Parce que défendre ses valeurs et effectivement tout mettre en œuvre pour pouvoir être en adéquation avec elles, c'est vraiment une des forces de l'hypersensible qui fait aussi que c'est notamment grâce aux hypersensibles que le monde peut changer, ou en tout cas qu'il y a des révolutions qui peuvent se faire, parce que effectivement défendre ses valeurs, ça va être pas juste un choix, ça va être une nécessité, quitte à se mettre parfois soi-même en danger, dans des situations où l'inacceptable est là et on n'a pas on a toujours le choix évidemment, mais ça s'impose à nous que de devoir faire quelque chose. Il est possible de se mettre en danger, donc c'est bien d'avoir cette vigilance à l'esprit et d'y être attentif. J'ai un petit moineau là-bas devant moi qui est en train de sautiller sur le muret. Il m'écoute parler, il regarde quand même si je ne vais pas venir le voir, mais il est tout mignon. Ça aussi, ça peut être un truc de l'hypersensible, tiens. La capacité de s'émerveiller. Vous voyez, il y a des gens, ça leur passerait 15 km au-dessus de se dire « Ah ouais, un moineau, ok ». Et voilà, bon, moi je vous décris le petit passage du moineau que j'ai vu sautiller, qui me regarde, qui cherche des petits vers de terre probablement, à qui heureusement on a mis de l'eau pendant qu'il faisait chaud. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse moineau. Par rapport aux valeurs du coup, effectivement ce sentiment de décalage avec un monde qui marche sur la tête et puis et la difficulté justement de faire ce constat-là. Ça peut aussi faire que on développe davantage d'anxiété ou de stress justement par rapport à toutes ces situations et la nécessité de devoir s'en protéger. Moi par exemple, je n'ai pas la télé et je ne regarde pas les informations, je suis incapable de faire ça parce que vraiment ça me plonge dans une anxiété extrêmement forte avec ce truc où je vois bien qu'en fait je ne peux pas y faire grand chose pour changer la donne. Alors je fais des petites choses évidemment à mon échelle, mais devant l'envergure et l'ampleur des phénomènes qui se jouent, le fait d'être impuissante peut être extrêmement anxiogène. D'ailleurs, par rapport à l'écologie, c'est vrai que, alors je fais tout un tas de démarches écologiques, mais je sais que je pourrais facilement basculer dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et que, exprès, du coup, j'essaye de me prémunir de certaines informations. Je sais bien que le monde se barre en cacahuète, que si d'ici 3 ans on fait rien du tout, l'humanité va à sa fin. Bon, voilà. Après, peut-être que finalement, la manière d'arriver à gérer ça au niveau émotionnel, c'est de se dire que est-ce que c'est une grande perte, l'humanité qui va à sa fin? Bon, voilà. Il y a eu le temps des dinosaures, le temps des humains, pourquoi pas? Peut-être qu'en fait, c'est ça. C'est la question du lâcher-prise et de
pas d'une résignation, mais en tout cas de se dire, peut-être que ça nous remet à notre échelle aussi, de se dire, on n'est pas dans la toute-puissance, nous les humains, à vouloir régner sur tout et tout le monde et toutes les autres espèces sur Terre, et de se sentir libre de faire ce qu'on veut de cette planète sur laquelle on a eu juste la chance de débarquer. Peut-être que ça remet les pendules à l'heure, de se dire que finalement on est une espèce comme une autre. Alors c'est malheureux, évidemment, pour toutes les autres espèces animales ou végétales qu'on embarque avec nous dans cette histoire pourrie. Mais voilà, petite réflexion philosophique par rapport à l'écologie. En tout cas, effectivement, cette question des valeurs fait qu'on peut développer davantage d'anxiété, de stress. Moi, je prends du magnésium tous les matins. Je suis obligée, en fait, parce que sinon, mon stock de magnésium est très vite épuisé à cause des petites choses qui vont me stresser. Donc, je me suis rendu compte que si j'en avais pas au quotidien, finalement, ça n'allait pas. De la même manière, j'ai une plus grande sensibilité, ou en tout cas plus de probabilité, une plus grande propension, à pouvoir vivre des épisodes dépressifs, en fait, pour toutes ces raisons-là, parce que émotionnellement, on n'a pas encore parlé des émotions, mais on va y revenir effectivement, parce que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, et parce que justement, mon cerveau a tendance à récolter tellement d'informations, malgré lui, que c'est difficile de se prémunir de tout ça. Donc, par rapport à l'anxiété, le stress, tout ça, le besoin de parfois se protéger de toutes ces choses, il y a aussi parfois l'incapacité à pouvoir regarder des films d'horreur ou de la violence dans les films. Moi, je sais que je me cache les yeux très souvent et que j'ai détesté, par exemple, Squid Game, malgré effectivement la satire que ça peut être de la société. Et je trouve que c'est de la violence gratos. Et vraiment, ça m'a écœurée. Petite parenthèse, série télé. Et la peur, dans l'hypersensibilité sensorielle, il y a aussi quelque chose qui serait de l'ordre de pouvoir ressentir des choses de notre fonctionnement corporel que d'autres ne ressentiraient pas. Par exemple, quand j'ai peur, plutôt dans les films, mais si quelqu'un veut me faire sursauter, d'ailleurs je sursaute très facilement, même si j'ai vu la personne avec ses gros pieds, ses gros sabots, qui allait me faire peur, je trouve quand même le moyen de sursauter. Et quand j'ai peur, en fait, je sens de l'électricité qui traverse mon corps et qui va jusque dans mes orteils, mais vraiment. Et jusque-là, moi, j'avais pas intégré cette particularité de l'hypersensibilité sur les ressentis corporels. Je sais que quand j'ai fait un peu trop la fête, par exemple, je sens les restes, les séquelles vraiment de l'alcool dans mon corps. Pas juste la migraine, mal aux cheveux, mais je sens corporellement que mes tissus, ma masse graisseuse, j'en sais rien, tout ça, en fait, a été modifié et je ressens une gêne. Voilà. Et donc voilà, il y a aussi des particularités comme ça dans le ressenti de son corps et des petits changements qui sont identifiés très vite ou des symptômes qui sont identifiés très vite et perçus avec beaucoup d'acuité. Les émotions. D'ailleurs, souvent, quand on parle d'hypersensibilité, on reste très focus sur les émotions. Alors, c'est évidemment une grosse partie de l'hypersensibilité, à savoir une plus forte réaction émotionnelle, réactivité en tout cas, que des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et ça va être des émotions qui démarrent généralement sur les chapeaux de roue. C'est pas des petites émotions qui peuvent être comme ça, tranquillou, crescendo, ou qui vont rester assez soft dans le ressenti. C'est souvent les montagnes russes, en fait. De la joie qui va être exacerbée, du stress qui va être exacerbé, de la tristesse qui va être exacerbée, un sentiment dépressif qui peut arriver plus fréquemment, l'anxiété qui peut être très très forte. Voilà, donc en fait, ces émotions, ça veut dire qu'en permanence au quotidien, les personnes hypersensibles ont l'impression d'être dans un grand 8 un peu. Tout d'un coup, ça monte, on est bien, et ça descend et il y a le cœur qui se soulève en arrière et c'est pas très confortable. Et ça participe aussi à la fatigabilité des personnes hypersensibles. Donc les personnes hypersensibles, elles peuvent être extrêmement fatigables, avoir beaucoup besoin de temps
toute seule pour se régénérer, pour se retrouver, être juste face à face avec soi-même, ne pas être dans la sursollicitation auditive, visuelle, olfactive, gustative, tactile, etc. ou d'informations intellectuelles non plus, et vraiment avoir besoin des temps de pause pour que les batteries puissent refaire le plein. Et ça, c'est très régulier. Et parfois, il peut y avoir un sentiment de se dire, mais les autres, ils y arrivent bien, pourquoi moi j'ai besoin de ça en fait ? Ou des personnes qui vivent H24 en faisant des tonnes de trucs, en rencontrant des tonnes de personnes en permanence, et qui jamais ressentent ce besoin de solitude en fait, et de les regarder et de se dire, mais comment ils font ? Moi je serais incapable. Voilà. Et donc par rapport aux émotions et à cette question de la fatigabilité, en plus le besoin aussi de se retirer, sur moi, je ne dis pas que c'est une généralité, mais je pense que ça peut être le cas. Je l'identifie aussi beaucoup comme le besoin de ne pas avoir d'effort social à faire, d'effort de relation, même avec des proches, même avec des gens avec qui on n'a rien à prouver, même avec des gens en qui on est en toute confiance et avec qui on peut aussi rester à ne rien faire. Mais malgré tout, il y a le besoin de se retrouver et de ne pas avoir un quelconque effort social à faire. Et donc la sensibilité, les émotions, souvent les regards extérieurs vont avoir tendance à dire « Oh c'est bon, vas-y, calme-toi, mais non, ça en vaut pas la peine, t'en fais trop ». Voilà, de juger l'hypersensibilité émotionnelle vraiment comme étant de l'ordre du trop et comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, est-ce que l'on choisit la manière dont on ressent les émotions ? Non, pas du tout, qu'on soit hypersensible ou qu'on ne le soit pas. Donc en fait, il n'y a aucune maîtrise à avoir sur la question. Les émotions, elles arrivent, elles viennent nous donner des informations sur nos besoins et ce qui n'est pas satisfait dans nos besoins par rapport à une situation donnée, mais en aucun cas, on peut les maîtriser, en aucun cas, elles ne sont à gérer d'ailleurs. On parle beaucoup de la gestion des émotions en fait, ou de la canalisation des émotions. Mais pas du tout. Une émotion, si on veut qu'elle remplisse son job et si on veut vraiment pouvoir, une fois qu'elle est terminée, passer à autre chose, il faut qu'elle aille au bout. Vous voyez, il y a une petite image pour les enfants, souvent on monte, c'est un petit personnage qui monte sur un toboggan. L'émotion, tant qu'elle n'est pas en haut du toboggan, elle ne peut pas redescendre. Parce que, effectivement, elle a besoin d'aller jusqu'au bout de son message, jusqu'au bout de la décharge au niveau physique que ça implique. Et donc, on ne peut pas faire en sorte de lui demander de se taire avant qu'elle n'ait terminé son job. Voilà. Je regarde ma petite liste de ce que j'ai écrit, parce que je ne voudrais pas non plus que ça se passe trop long, toutes ces infos. Et puis l'idée, c'était aussi de faire quelque chose d'assez concis quand même et d'assez global pour au moins vous présenter ce qu'il en est. Et puis après, libre à vous aussi d'aller chercher un petit peu plus loin si vous le souhaitez, de m'envoyer des messages. Alors libre à vous avec grand plaisir. Des questions, si vous avez envie de rebondir sur certaines choses. J'en profite, petite parenthèse promo, pour vous parler du stage Hypersensible comme les chevaux, donc que je co-anime avec Alexandra Bilisco, qui est coach équin dans un lieu ressource qui s'appelle la Légende de Tara. C'est à une demi-heure au nord de Poitiers. C'est un lieu magnifique. Il y a un chêne, un énorme chêne qui est vraiment sublime et qui dégage beaucoup de force et en même temps de puissance et en même temps de quelque chose d'une grande sérénité. Il est vraiment magnifique. Alors moi, je suis fan des arbres et vraiment, c'est un lieu très très beau. Donc, où il y a tout un troupeau de chevaux. Il y a aussi des gros moutons. J'ai jamais vu des moutons aussi gros. Des chiens, des chats. Et donc, on propose un stage autour de la question de l'hypersensibilité, toutes les deux. Les 22, 23 et 24 juillet, donc à Coussé, une demi-heure au nord de Poitiers. N'hésitez pas, si vous voulez retrouver le lien internet vers mon site, vers la page de présentation, etc. Et si vous avez des questions, évidemment, sur le stage, n'hésitez pas. C'est un stage où on va justement voir qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est la norme chez les chevaux. En fait, chez les humains, on estime, alors c'est quand même une fourchette qui est assez large, mais on estime le taux de personnes hypersensibles
entre 20 et 30% de la population, ce qui est quand même un taux assez important. Mais chez les chevaux, 100% des chevaux sont hypersensibles. C'est la norme pour eux. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en permanence hyper connectés avec toutes les infos que leur environnement leur transmet, avec toutes les infos que leur corps et leur sens, justement, leur transmettent. Et ça leur permet, en fait, de pouvoir être vraiment en adéquation et à l'écoute de leurs besoins et de pouvoir le signifier aux autres membres du troupeau ou à d'autres animaux ou vraiment de répondre à leurs émotions de manière la plus adaptée possible. Et puis, c'est aussi ce qui leur permet en fait de survivre depuis la nuit des temps. Déjà, ne fût-ce que pour se nourrir. Et puis effectivement, parce que les chevaux sont des animaux sociaux. Un cheval, il n'est pas fait pour être tout seul dans un pré, en fait. Il a besoin d'avoir des congénères avec lui. Mais l'harmonie relationnelle, du coup, ça peut être quelque chose qui n'est pas évident. Et en fait, les chevaux sont vraiment extrêmement attentifs à leurs besoins, à l'écoute de ceux des autres. Et les choses se font de manière très harmonieuse, en fait. Voilà. Donc, l'idée de ce stage, c'est de voir, en fait, comment ça fonctionne chez eux et de mesurer à quel point c'est légitime d'être à l'écoute de cette hypersensibilité, de mesurer à quel point, non pas c'est du trop d'émotions, trop d'informations sensorielles, trop, quelque chose d'extrêmement négatif, mais du trait, en fait. Et du trait, c'est l'intensité, c'est la chance de pouvoir vraiment expérimenter la seule vie qu'on a de manière hyper intense et la vivre à 100% du début jusqu'à la fin. Donc voilà, donc il y aura des travaux. Alors les exercices avec les chevaux, c'est pas du tout une question d'équitation. Personne ne monte sur les chevaux. C'est vraiment dans la relation que ça se travaille, dans des mises en jeu, dans des exercices qu'on va proposer, où on est parfois soi-même en face à face avec un ou des chevaux, et puis parfois c'est d'autres personnes du stage qui sont dans ce face à face, mais qui nous permettent en tant que spectateurs aussi de mesurer tout un tas d'éléments, de mesurer tout un tas de choses et de comprendre, non pas directement dans l'expérience, mais en tout cas en étant témoin de ce qui s'y joue, beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment se dire qu'en fait l'hypersensibilité, c'est pas une tare, c'est pas un truc qu'il faut taire parce que les autres ils vous disent que vous surréagissez, parce qu'ils vous disent qu'il faudrait en faire moins, parce qu'ils vous disent de vous calmer. D'ailleurs, à qui est-ce qu'on dit de se calmer et qui se calme, hein? Quand on vous dit calme-toi, il n'y a rien de plus énervant que ça, pour tout le monde. Je pense que même les personnes hypersensibles, ça leur hérisse le poil, un truc pareil. Et ça n'empêche pas que moi-même, je sois en mesure de dire ce genre de choses par moment à mes enfants, même si c'est complètement déconnant. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, en fait, c'est pas du tout une tare, c'est un don, c'est la chance vraiment de pouvoir expérimenter une vie hyper intense. Et notre objectif, c'est de pouvoir prendre conscience que c'est un super pouvoir, cette hypersensibilité, à travers ce stage. Je vois une de mes petites notes dont je ne vous ai pas parlé, tiens, par rapport aux 5 sens et au ressenti corporel. Il y a aussi des personnes hypersensibles qui sont extrêmement sensibles aux ondes électromagnétiques. Moi, je me souviens d'avoir eu un patient qui, effectivement, avait beaucoup de maux de tête, faisait de l'insomnie en lien avec la Wi-Fi. Et pas forcément la Wi-Fi de son appart, mais du coup celle des voisins aussi. Ou d'être à côté d'une antenne radio ou d'un relais. Vous voyez, donc en fait, il y a aussi des subtilités comme ça, de choses qui, chez tout un chacun, peuvent passer comme une lettre à la poste, et chez qui les personnes hypersensibles, du coup, vont être, en tout cas, plus perceptives de ces choses-là. Voilou, messieurs, dames, ce que je peux vous dire autour de l'hypersensibilité. Est-ce que vous avez des questions? Je bois un petit coup d'eau parce que même si je suis à l'ombre, il fait un petit peu chaud quand même. Et parler, ça donne soif. Alors, pas de questions. J'imagine que ça veut dire que je suis un petit peu claire.
Eh ben écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce midi. Écoutez, je suis ravie de ce petit échange. Oh, vous êtes adorable. Merci pour vos petits mots tout gentils. En plus, en l'occurrence, les deux personnes qui viennent de m'envoyer des petits mots, je pense que dans le genre hypersensible, vous êtes bien. Hein. Alors, très bonne journée à vous deux qui êtes là en train de me faire des remarques, à tous les autres qui regardent et à tous ceux qui verront ce replay ou qui viendront d'avoir vu ce replay. Ça se fait plutôt dans ce sens-là. Je vous souhaite une extrêmement bonne journée et puis à très vite. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Et merci pour votre écoute.